Bonsoir à tous. Alors que le trafic aérien mondial s'apprête à tourner à plein régime à l'occasion des vacances d'été, nous revenons ce soir sur une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation, la disparition mystérieuse du vol MH370 de Malaysia Airlines. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 4 ans, le 8 mars 2014, vers 1h30 du matin, un Boeing 777 ayant quitté Kuala Lumpur pour Pékin disparaît des écrans radars avec 239 personnes à bord. À l'heure où je vous parle, ni l'épave de l'avion, ni bien sûr aucune dépouille n'a été retrouvée. Les autorités viennent d'annoncer la mort dans l'âme, la fin des recherches. Des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre pour résoudre l'énigme, impliquant la collaboration par exemple de militaires américains et chinois. La disparition du MH370 reste un mystère total. La piste la plus probable, évoquée par des experts de l'aviation, reste celle du suicide du pilote, qui aurait volé jusqu'à épuisement de son réservoir, avant de laisser son avion sombrer dans les profondeurs des eaux agitées de l'océan Indien. L'enquête que nous vous proposons ce soir est inédite. Pour la première fois, vous allez accéder heure par heure au cœur de la cellule de crise mise sur pied immédiatement après la disparition du vol MH370. Enquêteurs, militaires, responsables politiques, techniciens ont accepté de décrire en détail comment ils ont géré les recherches sur un territoire de plus de 6 millions de kilomètres carrés. Après ce reportage, je recevrai Olivier de Cibourg, expert en sécurité aérienne. Regardez. Une vaste opération de recherche est en cours après la disparition tôt ce matin d'un avion de ligne en mer de Chine méridionale. 370, décollage piste 32. Le 8 mars 2014, le vol Malaysia Airlines MH370 disparaît sans laisser de traces. Comment un avion peut-il disparaître? Tous les yeux se tournent vers le gouvernement malaisien, alors en quête de réponse. Nous comprenons ce besoin désespéré d'informations. On nous pose énormément de questions, mais nous n'avons aucune réponse. C'est sans précédent. La plus grande opération de recherche internationale est alors mise en œuvre. 6 millions de kilomètres carrés. Comment gérer une telle situation? Et les rebondissements extraordinaires se succèdent. On est dans la plus grande confusion là. Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse du même appareil. Tout le monde était stupéfait, même les experts. Aujourd'hui, pour la première fois, les membres des autorités alors en ligne de front Nous avons retrouvé des débris qui ressemblaient à la queue d'un avion. révèlent les coulisses du dossier. Je pensais qu'on allait le retrouver dans cette zone. Je me souviens que tu m'as dit ça. Voici le récit d'un combat pour résoudre le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Quel gouvernement ne serait pas dans la plus grande confusion? C'était une aiguille dans une botte de foin, mais il fallait déjà trouver la bonne botte de foin. Je n'ai jamais perdu espoir, car je voulais retrouver cet avion à tout prix. Le 7 mars 2014, c'était un jour comme un autre pour notre compagnie. J'ai terminé vers 20 h. Je suis rentré chez moi, tout allait bien. J'avais un dîner ce soir-là, car ma nièce devait se marier dans le week-end. Toute la famille était là. Le lendemain matin, quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais de très nombreux messages. J'ai tout de suite dit à ma femme que quelque chose n'allait pas. Le président de Malaysia Airlines m'a appelé à environ 7 h du matin. J'étais à 1000 lieues d'imaginer les événements qui allaient suivre ce coup de téléphone. L'aéroport international de Kuala Lumpur. Base d'opération de la compagnie Malaysia Airlines et point de départ du vol MH370. Le vol MH370 était un vol quotidien reliant Kuala Lumpur à la capitale chinoise Pékin à bord d'un Boeing 777. Nous sommes dans le centre de contrôle aérien de l'aéroport de Kuala Lumpur. Tout avion entrant dans notre espace aérien doit contacter ce centre de contrôle pour être dirigé vers sa destination.
Malaisiane 370, stand-by. 370, nous sommes prêts. Demandons altitude 35 000 vers Pékin. Le vol MH370 suivait un plan de vol bien établi. Chaque nuit, partant de Kuala Lumpur, il passait par une série de marqueurs imaginaires placés dans le ciel appelés points de cheminement. Peu après avoir atteint le point de cheminement Igari, il entrait dans l'espace aérien vietnamien et poursuivait sa route vers Pékin. Le matin du 8 mars 2014, le vol MH370 a décollé à l'heure, vers 0h41. L'appareil a reçu l'autorisation de monter jusqu'à 35 000 pieds. Puis, avant d'atteindre le point Igari, nos contrôleurs ont demandé au pilote de contacter Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Le contrôleur a accusé réception et a dit « Bonne nuit Malaisiane 370 ». Malaisiane 370, contactez Ho Chi Minh 120 décimal 9, bonne nuit. Bonne nuit Malaisiane 370. Pour nos contrôleurs ici, tout est normal. Mais après avoir quitté l'espace aérien malaisien à 1h19 du matin, l'équipage n'a jamais contacté les contrôleurs aériens vietnamiens et l'appareil a disparu des écrans radars. J'ai ici tous les comptes rendus de cette matinée. Ho Chi Minh Ville nous a appelés pour nous dire « Nous n'avons aucun contact radar, aucune communication, rien ». Notre contrôleur a appelé l'appareil. « Malaisiane 370, vous me recevez ?» Pas de réponse. Normalement, l'équipage peut être contacté par radio et par un système de messages textuels appelé ACARS. L'appareil est également en communication permanente avec les radars du contrôle aérien grâce à un transpondeur embarqué. Mais sur le vol MH370, tous ces systèmes sont coupés. C'était la confusion générale. Où est l'avion? Ne parvenant pas à comprendre ce qui a pu se passer, les contrôleurs aériens se tournent vers Malaysia Airlines pour connaître les raisons de ce silence radio. On a pensé à une défaillance des équipements de l'appareil. Il pouvait aussi s'agir d'un détournement. Il y avait peut-être eu une explosion à bord. Tout était possible. 3 heures du matin. Au quartier général de Malaysia Airlines, on cherche désespérément des réponses. C'est une pièce qu'on espère ne jamais avoir à utiliser. Nous avons consulté le livret d'entretien de l'appareil et il n'avait aucun problème technique. Nous avons vérifié si l'appareil transportait des matières dangereuses et ce n'était pas le cas. Nous avons contacté Bangkok, Hong Kong, Singapour, l'Indonésie, mais personne n'avait d'informations sur le vol MH370. J'ai demandé à mon directeur des opérations de contacter d'autres pilotes présents autour du point de cheminement Igari dans la mer de Chine méridionale, en même temps que le MH370, pour qu'ils essaient d'entrer en contact. Mais ils n'ont eu aucune réponse, absolument aucune. Tout le monde essayait d'établir le contact et de trouver des solutions pour la marche à suivre. Il est clairement arrivé quelque chose à bord de l'appareil. Mais ce n'est qu'à 5h30, soit 4 heures après sa disparition, que l'alerte est officiellement lancée. Lorsqu'un appareil quitte notre espace aérien, il passe sous la responsabilité du poste de contrôle suivant. En l'occurrence, Ho Chi Minh Ville n'a pas lancé l'alerte. Comme l'appareil avait décollé de Kuala Lumpur, nous avons pris la responsabilité d'activer le signal d'alerte. Cette décision déclenche les préparatifs d'une opération de recherche et de sauvetage. Mais pour le moment, tous les yeux se tournent vers la Chine. 6h30, c'était l'heure à laquelle l'avion était censé se poser à Pékin. Nous espérions encore que l'appareil allait réapparaître. Mais à l'heure dite, toujours pas d'appareil. On s'est senti très mal, au bord du malaise.
C'était évidemment une crise majeure pour la compagnie, mais cela pouvait être aussi une crise majeure pour le pays. J'ai donc décidé d'informer le Premier ministre. J'étais sous le choc. J'ai immédiatement ordonné le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage. Pour la première fois depuis cette crise, chefs militaires et membres du gouvernement se retrouvent au centre de coordination et de sauvetage pour revenir sur les défis qu'ils ont dû relever. L'appareil a disparu de nos écrans radars autour du point de cheminement Igari. Mes agents ont ensuite délimité les zones de recherche. Nous avions si peu d'informations sur lesquelles nous baser. Je n'étais pas trop inquiet, parce qu'il y a des pêcheurs, des paquebots, c'est une zone fréquentée. Si l'avion s'était bien écrasé là, il aurait été facile de le localiser. À ce moment-là, nous avions encore l'espoir que l'avion se soit posé quelque part, mais n'ait pas été en mesure de nous contacter. D'ailleurs, quelqu'un nous a appelés ce matin-là pour nous dire que l'avion s'était posé à Nanning, en Chine. Nous étions si heureux d'apprendre que l'avion s'était posé à Nanning, sain et sauf. C'était un moment d'optimisme. Mais quand nous avons su que ce n'était pas vrai, notre morale est retombée au plus bas. Le vol MH370 transportait 239 personnes. Le vol MH370 transportait 239 personnes venues de 14 pays. S'il s'est écrasé, il s'agirait alors de l'un des accidents d'avion les plus mortels de l'histoire. Il y a bien sûr les passagers, mais nous avons aussi notre équipage à bord. 12 membres d'équipage. Vous comprenez, c'est comme perdre des membres de votre famille. Tout ce dont je me souviens, c'est que je pleurais. Je pleurais, je pleurais. C'est tout ce dont je me rappelle de ce 8 mars. Viens voir. C'est qui, ça? Le mari d'Intan Maizura était steward sur le vol MH370. Ce matin-là, j'ai reçu un appel d'une amie qui m'a dit « Où est Rin ?» J'ai répondu « Rin est à Pékin ». Elle m'a dit que l'avion de Rin avait disparu. Alors, j'ai allumé la télé et on en parlait sur toutes les chaînes. Ensuite, 2 personnes de Malaysia Airlines sont venues chez ma belle-mère. Nous leur avons posé 1000 questions, mais ils n'ont rien pu nous répondre. Au fond de moi, je me dis, il y a quelque chose d'anormal. Toute cette histoire est bizarre. Ils voulaient savoir, est-ce que nos proches vont bien? On ne savait pas. C'était très difficile. Ils voulaient des réponses et nous n'en avions aucune. Le besoin d'information se fait cruellement sentir. Mais une série de rebondissements tous plus étranges les uns que les autres va encore épaissir le mystère. Il a dit, il y a quelque chose d'anormal. Ça pourrait être plus sérieux que ce qu'on avait pensé. Bonne nuit, Malaisiane 370. À 1h21, le 8 mars 2014, le vol MH370 disparaît des écrans radars. 12 heures plus tard, on n'a toujours aucun signe de l'appareil. Honnêtement, je pensais qu'il allait s'agir d'une opération de recherche classique. C'est un gros appareil. Alors que la nouvelle se répand, les responsables de la cellule de crise commencent à recevoir des signalements de témoins potentiels. Si ça pouvait nous aider à retrouver l'avion, ça me donnerait de l'espoir. Le problème, c'est qu'aucun de ces signalements n'oriente les enquêteurs dans la même direction. Vous vous souvenez de cette image satellite avec ce qui ressemblait à la queue d'un avion? Nous avons cru qu'il s'agissait du MH370, mais c'était simplement un morceau de toile blanche qui flottait. Nous n'avons négligé aucune piste.
Nous avons analysé des échantillons de nappes de carburant, mais aucun des résultats ne fut positif. Certains témoins ont même affirmé que l'avion s'était écrasé dans la jungle cambodgienne ou bien au Vietnam. Terrible scénario. Malgré leurs efforts, la question principale reste sans réponse. Où est le vol 370 ? En gros, on tâtonnait. Et les autorités malaisiennes vont devoir faire face à un tout autre défi. La compagnie Malaysia Airlines n'écarte aucune piste suite à la disparition de l'un de ses avions de ligne en route vers la Chine. Attirés par la perspective d'un mystère, les médias du monde entier se rassemblent à Kuala Lumpur. Le public avait soif d'informations. Mais en tant que gouvernement, nous devons nous montrer responsables. Et c'est pourquoi j'ai décidé que nous ne ferions que des déclarations vérifiées et corroborées. Devant la pression grandissante, le Premier ministre en personne prend la parole. Quelle est la théorie la plus probable? Non, c'est trop hypothétique. Nous ne pouvons nous permettre aucune spéculation à ce stade. Toutes sortes de théories et de rumeurs circulaient. Tout ce qui m'importait, c'était les familles des passagers et des membres d'équipage. Nous avons perdu le contact avec le pilote à 1h30 ce matin. Le Premier ministre nous a dit qu'il ne voulait aucune déclaration basée sur des suppositions. C'est très douloureux pour les proches. Nous n'avons encore aucune information, nous n'avons retrouvé aucune épave. Nous allons d'abord mener une enquête approfondie. Donc pas d'épave pour l'instant? Pas d'épave pour l'instant? Nous n'avons rien trouvé. C'est très intimidant. Vous devez faire de votre mieux pour informer le monde de ce qui se passe, mais en vérité, vous n'avez rien à dire. Monsieur le Premier ministre, est-il possible qu'il s'agisse d'un acte terroriste? Nous étudions toutes les possibilités, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Alors qu'une première journée se termine sans que rien de tangible ne soit communiqué, à l'abri des regards, de nouveaux éléments cruciaux font surface. Malaysia Airlines a découvert des transmissions automatisées entre l'appareil et un satellite de communication, ce qui pourrait signifier que le MH370 ne s'est pas écrasé. Notre dernier contact avec l'appareil avait eu lieu à 1h21 ou 1h22 du matin. Nos ingénieurs ont enregistré des signaux émanant de l'appareil pendant encore 6h30 après cela. Que doit-on conclure de cette information? C'était très intriguant. Mais où est l'appareil? Et dans quel état est-il à ce moment-là? C'est ça la question que l'on se posait. Il fallait que quelqu'un nous dise ce que tout cela signifiait. Tous les espoirs reposent sur Inmarsat, l'entreprise britannique propriétaire du satellite, qui pourrait utiliser ces signaux pour localiser l'appareil. Mais cette technique n'a jamais été utilisée auparavant. Inmarsat nous a prévenu que ça ne serait pas facile, car le satellite en question n'était pas un satellite de détection, mais un satellite de communication. Mais ils nous ont promis qu'ils feraient tout leur possible pour nous donner des informations. Nous en avons discuté entre nous. Doit-on divulguer ces informations au public? Mais alors, on allait nous demander où est l'appareil? Et nous n'avions toujours pas de réponse. Tandis que les analystes d'Inmarsat se mettent au travail, les militaires malaisiens doivent interpréter une autre découverte troublante. Un enregistrement radar de l'armée de l'air capté au moment de la disparition de l'appareil. J'ai reçu un appel du commandant des opérations. Il avait été informé d'un enregistrement très étrange. Alors que le vol MH370 avait déjà disparu des écrans radars de l'aviation civile, un radar militaire a capté un signal correspondant à la dernière position connue de l'appareil. Il dessinait une trajectoire revenant vers la Malaisie occidentale en direction de l'île de Penang. Ce tracé radar pouvait signifier que le MH370 avait eu un problème technique et qu'il avait fait demi-tour avant de se poser ou s'écraser quelque part. Mais en fait, ce signal ne provenait peut-être pas d'un appareil aérien.
En effet, les radars civils reçoivent les informations provenant d'un transpondeur situé à bord de l'appareil. Ce n'est pas le cas des radars militaires. Eux détectent les objets présents dans le ciel en envoyant un signal électromagnétique. L'écho renvoyé par ces objets demande l'interprétation d'un expert. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être ce qu'on appelle un écho fantôme lorsque le signal est réfléchi par les nuages. Mais si c'est un appareil, on est en présence du MH370 en train de faire demi-tour. Si ce mystérieux tracé radar correspond à l'appareil disparu, la mission de recherche lancée à l'est de la Malaisie péninsulaire ne se trouve pas dans la bonne zone. Le Premier ministre est rapidement informé. Je n'avais aucun manuel pour m'indiquer la bonne marche à suivre. Mais je voulais retrouver cet avion à tout prix. J'ai donc immédiatement ordonné la mise en place d'une autre opération de recherche à l'ouest. Mais comme nous n'étions pas sûrs qu'il s'agissait du MH370, nous ne pouvions pas abandonner les recherches en mer de Chine méridionale. Nous devions resserrer nos efforts. Mais le défi auquel nous faisions face à ce moment précis était démesuré. On parle de 92 000 km² d'océan. Organiser des recherches dans ces deux zones, nous ne pouvions pas le faire seuls. Dès les premières heures de la crise, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines et la Chine ont offert leur assistance à la Malaisie dans ses recherches. Mais alors que ce mystère prend de l'ampleur, les aides arrivent de toute la planète. Ici, on peut voir toutes les zones de recherche pour la seule mer de Chine méridionale. Ici, on avait un avion de l'US Air Force. Ici, les Coréens qui nous avaient rejoints également. Nous avions le meilleur équipement possible. À un moment, on a pu voir un avion de surveillance chinois à côté d'un P-8 Poséidon américain, l'avion le plus perfectionné au monde. Ils étaient là tous les deux, c'était sans précédent. 42 navires et 39 avions venus de 12 pays différents sont désormais engagés dans les recherches. Malgré ces ressources, 3 jours de recherche passent sans aucun résultat. Cette absence de résultat place le gouvernement dans la ligne de mire des médias. Où se focalisent les recherches à l'heure actuelle? Pouvez-vous nous confirmer que l'avion a fait demi-tour? Nous concentrons nos recherches en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Malacca. Donc vous cherchez à l'est et vous cherchez à l'ouest. Vous ne semblez pas savoir ce que vous avez vu sur les écrans radars. Et ce n'est que maintenant, 5 jours après, que vous nous dites ça? Non, ce n'est pas ça. Qu'avez-vous ressenti quand la presse s'est passée à l'attaque? Je crois que c'est leur travail. On doit y faire face. On est dans la plus grande confusion là. Je ne suis pas d'accord, loin de là. Ce n'est confus que si vous voulez y voir de la confusion. Nous avons été très clairs et très cohérents dans notre gestion. Donc vous nous dites que vous savez où chercher? Oui, dans ces deux zones. Pour les familles dont les proches se trouvaient à bord, la situation devient insupportable. On ressent de la colère. Tellement de colère. On essaie d'obtenir des informations, mais ces gens n'en donnent pas. C'est comme s'ils nous cachaient des choses. On voit bien qu'ils nous cachent des choses. Nous ne sommes toujours pas sûrs qu'il s'agisse du même appareil. C'est pour cela que nous effectuons des recherches dans les deux zones. Il y avait un appétit insatiable d'informations, ce qui est compréhensible. Mais quand nous n'en avions pas pour eux, ils se disaient qu'on leur cachait la vérité, ce qui n'était pas le cas. C'est un cadeau de Rin. I love Intan. Il est très romantique, oui. Qui peut résister à ça? Intan et son mari Azrin se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient tous les deux pour Malaysia Airlines. Le 7 mars, il a fait une sieste. Il a fait sa valise.
Et ensuite, je l'ai conduit jusqu'à l'aéroport de Kuala Lumpur. C'est la dernière fois qu'on s'est embrassé et tenu la main. Oh my God, I haven't felt this. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti tout ça. De la tristesse. Beaucoup de tristesse. Oh Mon Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas repensé à tout ça. Au centre de coordination et de sauvetage, les autorités poursuivent leurs recherches sur 2 fronts. Mais ici aussi, la situation devient difficile à supporter. Ça devenait de plus en plus compliqué. La zone de recherche ne cessait de s'étendre. C'est très difficile de penser à autre chose. On n'a que ça en tête. Tout le monde continuait de prier pour une issue positive. Mais nous n'avions aucune indication précise sur la position de l'appareil, donc on s'attendait au pire. Mais à 10 000 km de là, à Londres, les analystes d'Inmarsat ont enfin décodé les mystérieuses transmissions entre leur satellite et l'appareil porté disparu. Leurs conclusions vont radicalement modifier le cours de l'enquête. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient nous donner une estimation de la position de l'appareil. J'étais abasourdi. Lorsque les radars de l'aviation civile ont perdu la trace du vol MH370, les radars militaires ont détecté un déplacement suggérant que l'appareil aurait pu faire demi-tour. L'opération de recherche internationale, lancée à l'est et à l'ouest de la péninsule, a couvert une zone de plus de 75 000 km². Mais après 6 jours sans résultat, les autorités en charge du dossier sont à court d'idées. J'ai passé un nombre incalculable de nuits blanches à me demander où pouvait bien être cet avion. Tout le monde était stupéfait, même les experts. Boeing, Rolls-Royce. Nous avions les plus grands spécialistes pour nous conseiller, et pourtant, nous ne trouvions rien. Absolument rien. Mais depuis le premier jour, l'entreprise britannique Inmarsat développe de nouvelles techniques pour tenter de localiser le MH370 à partir de signaux automatiques envoyés à l'un de leurs satellites. Pour les autorités malaisiennes, le mystère entourant cette disparition ne fait que s'épaissir. J'étais à mon hôtel. J'ai reçu un appel du Royaume-Uni. Ils m'ont dit qu'après avoir épluché les données brutes, ils pouvaient nous donner une estimation de la position de l'appareil. Je leur ai dit, pouvez-vous prendre le premier vol pour Kuala Lumpur? Mes agents les ont escortés directement vers l'hôtel. Ils nous ont montré tout un tas d'équations. Ils ont employé des termes comme décalage de fréquence, des choses qu'aucun d'entre nous n'est capable de comprendre, je pense. Mais l'important, c'était le résultat. Les analyses d'Inmarsat révèlent qu'après avoir quitté l'espace aérien malaisien, l'appareil a dévié de son plan de vol pour faire demi-tour au-dessus de la Malaisie occidentale. Mais aucun débris n'a été retrouvé dans les eaux du détroit de Malacca car il a ensuite poursuivi son vol pendant encore 6 heures. J'étais totalement abasourdi. Cela signifiait que l'avion avait continué à voler jusqu'à la panne de carburant. Car cela correspondait à son autonomie maximale. Qu'était-il arrivé aux passagers? Était-il encore en vie? Les conclusions d'Inmarsat suggèrent un scénario potentiellement terrifiant. Qu'avait-il pu se passer? L'avion avait fait demi-tour avant de continuer à voler pendant plus de 6 heures après le dernier contact. On a tout de suite pensé que l'avion avait été détourné. Où qu'il soit, il est désormais clair que le plan de vol de l'avion a été volontairement modifié. Voici l'endroit où il a fait demi-tour. Ensuite, il est parti vers le sud-ouest. La police ouvre plusieurs enquêtes sur les passagers et les membres d'équipage. Vous savez, nous sommes remontés très loin dans leur entourage. C'est le commandant de bord. Nous avons interrogé notre base de données de terroristes. Nous avons demandé l'assistance d'Interpol.
Personne n'appartenait à un groupe terroriste. Cela pouvait être un acte criminel, mais nous n'en savions rien. Nous ne pouvons rien prouver à l'heure actuelle. En l'absence de preuves concrètes, l'enquête ne peut tirer aucune conclusion quant à ce qui s'est passé à bord de l'appareil. Qui était aux commandes de l'appareil? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Mais ces preuves existent peut-être. Quand un avion est perdu, il est très important de pouvoir récupérer les enregistreurs de vol. L'enregistreur phonique garde en mémoire tout ce qui s'est dit à l'intérieur du cockpit au cours des 2 dernières heures de vol, ce qui nous permet de connaître la cause probable du crash. Il ne reste plus qu'à retrouver l'épave. Et le scénario des dernières heures du vol MH370 devient de plus en plus clair, car Inmarsat a une nouvelle révélation pour les autorités. Une fois par heure, pendant toute la durée du vol, leur satellite a reçu une transmission automatique en provenance de l'avion. À l'aide de techniques très avancées, les analystes ont pu calculer la distance entre le satellite et l'appareil à chaque réception de signal. Tenant compte de la dernière position connue du MH370 et en calculant jusqu'où il pouvait encore voler avec le carburant restant, ils ont déduit qu'il ne pouvait se trouver que dans 2 zones. Le problème est que chacune de ces zones représente plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. J'étais sous le choc. Près de 6 millions de kilomètres carrés. C'est la zone de recherche à laquelle nous étions confrontés. Beaucoup de gens disent que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais je dirais ça différemment. Il faut déjà trouver la bonne botte de foin. Cela semblait insurmontable, mais il fallait que je prenne une décision. Les recherches en cours sont immédiatement arrêtées. En huis clos, les autorités repartent à zéro. Mais pour la première fois, le gouvernement dispose d'informations vérifiées. Enfin, le Premier ministre a des informations à partager avec le public. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que le MH370 a bien fait demi-tour par l'action délibérée d'une personne à bord de l'avion. Nous ne sommes pas capables de confirmer la position exacte de l'avion. Cependant, les experts aéronautiques ont déterminé que la dernière communication de l'appareil avec un satellite émanait de 2 couloirs possibles. Mais pour les familles désespérées qui ne savent toujours pas si leurs proches sont en vie, la seule question cruciale reste sans réponse. Une semaine, il disait ceci, une autre semaine, il disait cela. Où est l'avion? Personne ne pouvait nous répondre. La situation était insoutenable. C'était vraiment épuisant. Pour de nombreuses familles, la situation a atteint les limites du supportable. Le deuil, la tristesse, la colère. On se sent responsable parce que c'était notre avion. Mais nous avions désormais des informations vérifiées et nous gardions l'espoir que l'avion serait bientôt localisé. Quand on nous a présenté ces 2 couloirs de recherche, le couloir nord et le couloir sud, j'aurais préféré que ce soit le couloir nord, parce que c'est une masse terrestre. Mais si c'était le couloir sud, il y avait de fortes chances pour que l'avion se soit abîmé en mer. Je me souviens que tu m'as dit ça. On priait pour qu'on le retrouve dans le couloir nord. La plus grosse difficulté qui se présentait à nous, c'est le nombre de pays concernés. Ça allait du Laos au Tadjikistan. C'est une zone immense. Le couloir nord s'étend sur le vaste continent asiatique, traversant 11 pays, ce qui crée d'énormes difficultés diplomatiques.
La stratégie du Premier ministre est de tenter d'obtenir leur soutien. Le nombre de pays impliqués passerait alors à 30. C'était compliqué car il s'agissait de pays avec différentes idéologies. Mais les pays de cet arc nord auraient eu les systèmes radars nécessaires et un avion de cette taille ne serait pas passé inaperçu. J'ai donc appelé plusieurs grands dirigeants et je leur ai demandé s'ils pouvaient nous aider dans nos recherches. Les efforts du Premier ministre sont payants. Un à un, les pays du couloir nord fournissent les résultats de leurs radars. À chaque fois, aucun signe du MH370. Une fois de plus, ce fut une immense déception. Avez-vous pensé on ferait mieux d'abandonner? Jamais de la vie. Pour moi, j'avais une responsabilité envers les familles. Je devais retrouver cet avion. Pendant ce temps, Inmarsat continue de creuser toujours plus profondément dans ses données. En comparant les signaux envoyés à son satellite par d'autres Boeing 777 volant en direction des deux couloirs, les analystes ont découvert pourquoi le MH370 n'était pas apparu sur les radars au nord. D'après les communications satellites avec deux autres appareils, Inmarsat était arrivé à la conclusion que le MH370 avait pris la direction du sud. L'appareil avait terminé sa course dans l'océan Indien. Une fois de plus, c'était un réel choc. J'ai demandé aux experts, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que c'est là que l'avion a terminé sa course? Ils m'ont répondu, sans l'ombre d'un doute, oui, nous sommes sûrs. Pour nous, c'était le pire endroit où un avion pouvait s'écraser. D'abord parce que c'est en pleine mer et parce que la profondeur atteint les 6000 mètres. C'est une mer cruelle et parfois très violente. Les chances de survie dans cette zone sont extrêmement faibles. Et il fallait l'annoncer aux familles. Dans la soirée, j'ai reçu des informations de l'AAIB, le bureau d'enquête britannique pour les accidents aériens. C'était la conférence de presse la plus difficile de ma carrière. Parce que j'avais rencontré les familles dès le premier jour. J'avais encore leur visage en tête. Je sais qu'en apprenant cette nouvelle, ils ont dû être bouleversés. Ils ont pu faire la lumière sur le trajet exact effectué par le vol MH370. Ça me fendait le cœur, mais il fallait leur dire. Inmarsat et l'AAIB sont arrivés à la conclusion que sa dernière position était au milieu de l'océan Indien, à l'ouest de Perth. Quand on a entendu cette annonce, on s'est mis à pleurer. Depuis, on pleure tous les jours. On ne sait pas quoi faire d'autre. Parce qu'à ce moment-là, on réalise soudain que ça y est, c'est fini. C'est une zone éloignée de toute aire d'atterrissage potentiel. Depuis ce jour, ma vie a été complètement bouleversée. C'était le pire des scénarios. Mais pour les responsables de la cellule de crise, c'est enfin l'espoir de clore ce mystère une fois pour toutes. Beaucoup de questions subsistaient. Que s'était-il vraiment passé, par exemple? Mais au moins, nous étions sûrs que le MH370 se trouvait quelque part dans le sud de l'océan Indien.
Mais alors qu'une nouvelle phase de recherche débute, un nouveau cataclysme va venir secouer la Malaisie sous le regard médusé du reste de la planète. Je suis resté paralysé pendant quelques minutes, totalement paralysé. Après l'annonce de la localisation du vol MH370 dans le sud de l'océan Indien, la base des opérations déménage de Kuala Lumpur à Perth, dans l'ouest de l'Australie. En cellule de crise, on se prépare à une importante opération de recherche sous-marine. Nous savons qu'il a terminé sa course dans l'océan Indien. Soudain, nous réalisons l'énorme problème qui se pose. Le problème, c'est qu'il est au fond de l'eau, à 5 km de profondeur, dans une zone non cartographiée. La difficulté, c'était de trouver l'équipement capable d'effectuer des recherches à cette profondeur. Je me souviens que des experts m'ont dit qu'on connaissait mieux la surface de la Lune que le fond marin à cet endroit du globe. Après avoir pris en compte les estimations réalistes d'altitude et de vitesse de l'appareil, les calculs des experts ont pu réduire la position probable du point d'impact à une zone de 150 000 km². Une région agitée par les courants les plus forts et la météo la plus tourmentée de la planète. Mais alors que l'exploration du fond marin se met en place, la Malaisie va se tourner avec stupeur vers une toute autre région du globe. Un avion de ligne de la compagnie Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur, semble avoir été abattu au-dessus de l'Ukraine. Le vol MH17, un autre Boeing 777 de Malaysia Airlines, devient la victime innocente du conflit qui oppose les rebelles pro-russes au gouvernement ukrainien. Je suis resté paralysé pendant quelques minutes, totalement paralysé. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi faire. Quoi penser? Je n'arrivais pas à le croire. 2 avions en 4 mois. C'est comme si j'avais été frappé par la foudre. 298 passagers et membres d'équipage étaient à bord du vol MH17. 59 de plus que sur le MH370. Le gouvernement malaisien fait de nouveau face à une douloureuse épreuve. La priorité immédiate, c'était de répondre à l'angoisse des familles. Les familles voulaient récupérer les corps, mais les corps étaient dans une zone hostile, contrôlée par des rebelles. Voilà le casse-tête que nous avions à résoudre. Cette fois-ci, le viseur des médias est pointé vers les dirigeants occidentaux qui tentent de faire pression sur le gouvernement russe afin qu'il intervienne. Mais loin des caméras, le Premier ministre malaisien traite directement avec le chef des rebelles, Alexander Borodai. J'ai pu m'entretenir avec lui personnellement. Il m'a fait la proposition suivante. Vous envoyez quelqu'un et je vous autoriserai à rapatrier les corps. La question était, est-ce que je peux lui faire confiance? Si j'envoie quelqu'un et qu'il s'en sert comme otage. Pour rejoindre le quartier général des rebelles à Donetsk, les émissaires du Premier ministre doivent passer par une série de checkpoints contrôlés par les opposants ukrainiens. L'atmosphère n'était pas rassurante quand on a passé le premier checkpoint. Il y avait 2 chars de combat pour surveiller notre passage. Nous étions comme sur un champ de bataille. Mais nous avons pu rejoindre le quartier général de Borodai et négocier avec lui. Nous n'avons pas rencontré de problème. Il a accepté toutes nos demandes. Grâce aux efforts du gouvernement malaisien, les boîtes noires sont récupérées et les corps de 282 passagers et membres d'équipage sont remis à leurs familles. La tournure des événements a dépassé toutes mes espérances. Je voulais la même chose pour le vol MH370, mais le sud de l'océan Indien était l'endroit le plus terrible de la planète. Devant l'immense tâche à accomplir, la Malaisie reçoit le soutien de la Chine et de l'Australie.
Leur exploration les emmène à la recherche d'une épave à 5 km de profondeur, au milieu de volcans sous-marins et de canyons vertigineux encore jamais observés par l'homme. Après des mois de recherche infructueuse, en juillet 2015, un morceau de l'aile s'échoue sur une plage de la Réunion à l'est de Madagascar. Des numéros de série confirment qu'il appartenait bien au MH370 et l'analyse des courants marins concorde avec un point de départ situé dans le sud de l'océan Indien. Confortées par ces découvertes, les recherches se poursuivent. En janvier 2017, elles ont couvert 120 000 km². C'est la plus vaste opération de ce genre jamais menée. Au cours de ces recherches, 4 épaves de navires sont trouvées, mais toujours pas d'avion. En l'absence de nouvelles pistes, les recherches sont suspendues. C'était une décision très difficile. Et nous avons dû la prendre, le cœur serré. Malgré tous nos efforts, nous n'avions pas retrouvé l'avion. Mais nous n'avons jamais oublié que nous avions dit aux familles, nous ferons tout ce qui est possible. Et là, si nous pouvons obtenir de nouveaux éléments quant à la position de l'appareil, alors nous déciderons de la marche à suivre. Il y a 3 ans, nous avons eu recours à de nouvelles méthodes de localisation par le biais de communication avec un satellite. Avec le temps, le groupe d'experts a pu obtenir de nouvelles informations et les scientifiques ont suffisamment de preuves pour que nous puissions reprendre les recherches. C'est ce que nous allons faire. Après de nouvelles interprétations des données, les experts estiment que l'appareil se trouvait probablement au nord de la zone de recherche précédemment établie. L'entreprise américaine Ocean Infinity a été recrutée pour reprendre l'enquête. Ils sont sérieux, compétents, et ils ont des chances crédibles de retrouver l'avion. Pour le gouvernement malaisien, comme pour les familles et les spectateurs du monde entier, ces nouvelles recherches apportent un nouvel espoir, mais aucune garantie. Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé au vol MH370. Nous voulons le savoir. Mais nous savons que nous avons fait de notre mieux. C'est tout ce qu'on peut dire. On a fait de notre mieux et c'est ce que nous continuerons à faire. J'ai encore tellement de questions. Parfois, je fonds en larmes parce que je n'ai pas de réponse. Parfois, ma fille me demande « Où est la tombe de papa ?» Que répondre? Vous savez, la vérité sera peut-être dure à entendre, mais nous voulons la vérité. C'est tout. Avez-vous un sentiment d'échec? Pas d'échec, non, mais de déception. Je voulais que les familles puissent faire leur deuil. Nous continuerons nos efforts en espérant qu'un jour nous pourrons mettre fin à ce mystère. Je ne peux pas accepter qu'un avion de cette taille, à notre époque moderne, ne puisse pas être localisé. Olivier Dessibourg, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes enquêteur au service suisse d'enquête de sécurité, vous êtes un expert officiel en accident d'avion, en catastrophe aérienne. Alors les dernières informations sur cette tragédie du MH370, c'est qu'il pourrait s'agir d'un acte suicidaire du pilote. Quel est votre sentiment? Écoutez, c'est une thèse qui a été émise par un bureau d'enquête, nos collègues australiens, qui ont travaillé à partir des éléments connus, qui sont très peu nombreux. C'est une thèse, mais ça reste au niveau d'une thèse pour moi. C'est-à-dire qu'en l'absence d'éléments plus probants, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un suicide. Mais vous, en tant qu'expert, quelle est votre intuition? Vous avez suivi cette enquête? Alors oui, ce cas est pour le moins troublant. Un
un événement qui paraissait pas concevable, et pourtant ça s'est produit. Il y a tellement de zones d'ombre qu'en tant qu'expert, pour émettre un avis d'expert, c'est pas possible en l'absence d'éléments qui sont par exemple contenus dans les paramètres des boîtes noires. En l'absence de ces paramètres qui pourraient nous orienter et orienter les enquêteurs, il est très très difficile de se faire une idée et d'affirmer que oui, c'est un suicide collectif, par exemple, comme on a été, disons, informé par les Australiens. Alors évoquons justement cette thèse de la possibilité d'un acte suicidaire. Ça viendrait quelques années après la tragédie du Germanwings, ce pilote, alors là c'est avéré, qui s'est tué avec ses passagers sur le vol Barcelone vers l'Allemagne. C'est un peu effrayant ça, non ? Oui, alors effectivement, un cas, heureusement, très très isolé, mais enfin, ça s'est produit, ça fait froid dans le dos. C'est une catastrophe. Le screening des pilotes depuis lors a été adapté, amélioré. On a aussi introduit dans les procédures des compagnies de ne pas laisser un membre de conduite seul dans le cockpit. C'est une mesure qui partiellement répond à ce danger-là. À chaque compagnie d'assurer le bon état d'esprit de ses équipages, qui sont, je dois le dire, quand même régulièrement contrôlés. Mais effectivement, c'est arrivé en 2015. Le cas précédent, sauf erreur, date de 1999 avec Egyptair. Donc on peut quand même dire que ça reste du domaine de l'exception. Et que les avions disparaissent comme ça reste aussi une exception ? Oui, heureusement. Heureusement, mais il faut savoir que les recherches en mer sont par nature très très compliquées. Si vous vous souvenez du cas de Rio, de Air France, j'entends du trajet Rio-Paris, qui s'est abîmé dans l'océan. Plusieurs zones de recherche avaient été déterminées et finalement il a fallu plusieurs années pour retrouver les restes de l'avion et par chance les boîtes noires et qui étaient utilisables. Je veux dire, les paramètres contenus dans les boîtes noires, pour être précis, que ce soit au niveau des conversations ou bien des paramètres enregistrés de l'avion, étaient utilisables. Et ça a permis de faire avancer l'enquête. Sinon, on serait resté sur des hypothèses aussi. Par contre, vous me disiez que les petits avions, il est arrivé que même en Suisse, ils disparaissent ? Oui, alors récemment, je n'ai pas d'exemple concret. Il y a certains avions qui sont manquants, qui ont survolé des Alpes. Vous avez plusieurs possibilités, soit de disparaître dans une crevasse, et le glacier restitue l'épave plusieurs dizaines d'années plus tard, soit vous avez des lacs de montagne, qui peuvent faire disparaître de petits appareils, mais ça reste là aussi du domaine de l'exception. En général, les avions d'aujourd'hui, au niveau privé également, sont beaucoup mieux suivis, notamment les transpondeurs, les satellites, les différents modèles d'évitement, appareils d'évitement, je veux dire, entre eux qui s'interrogent, qui permettent de localiser ces appareils. Donc, on a beaucoup plus de moyens qu'autrefois. Alors, les recherches ont duré 4 ans, dans le cas du MH370. Elles sont interrompues officiellement. Certaines familles s'en plaignent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est raisonnable d'arrêter les recherches à ce stade ? Alors, tant que les boîtes ne sont pas retrouvées, localisation de l'épave, il faut tout faire pour continuer. Ça, c'est l'avis, c'est très très clair. On ne peut pas se contenter de dire, bah voilà, on a une thèse et puis on pense que... Non, il faut engager tous les moyens possibles. Maintenant, il faut aussi trouver les sociétés et le nerf de la guerre pour engager ces moyens-là. Et ces moyens sont très compliqués, très coûteux. Alors, on voit qu'il y a une compagnie américaine qui est prête à s'engager. On leur souhaite de trouver rapidement pour faire avancer cette enquête. Parce qu'à ce stade-là, non, ce n'est pas satisfaisant. Il faut tout faire pour retrouver ces boîtes, c'est clair. Alors, si on y met vraiment les moyens, vous pensez qu'il y a un espoir, que c'est possible de résoudre cette énigme ? Il y a un espoir, absolument. Une nouvelle zone de recherche a été définie. Souvenez-vous aussi, je reviens au cas d'Air France, que plusieurs zones ont été définies, puis finalement, on est revenu à une première zone qui avait été décrite, mais abandonnée. Eh bien là, une nouvelle zone au nord des recherches précédentes est actuellement sous la loupe. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai bon espoir que, d'une part, on retrouve cette épave. Avec un peu de chance, on retrouverait les boîtes, parce que le fond sous-marin est tout sauf plat. Donc si par malheur, les boîtes sont parties dans des crevasses sous-marines, ça sera très 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 compliqué. Et si on retrouve les boîtes, il faut encore espérer que les paramètres soient utilisables, car on dépasse de largement les normes et les spécifications imposées à ces fabricants de boîtes noires. Le bon espoir, c'est que dans le cas d'Air France, ces normes étaient également dépassées et qu'on a quand même pu utiliser les paramètres qui ont été exploitables pour l'enquête.
Vous parlez des normes, de la destruction des données, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les boîtes noires, finalement, ce sont des données enregistrées sous forme digitale et qui sont protégées contre tout, les pressions, le feu, l'immersion, etc. Donc on espère qu'elles sont encore en état. Olivier Dessibourg, je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, cette émission est terminée. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Alors que la grande transhumance estivale vers les plages de la Méditerranée va bientôt commencer, l'état de cette mer, si proche de la Suisse, est alarmant. Semi-fermée, les eaux et la biodiversité de la Méditerranée sont gravement menacées par le tourisme de masse, le bétonnage des rivages, le trafic des paquebots. La faune disparaît, les pêcheurs s'appauvrissent, même les riverains accumulent les maladies.